Bonjour à tous, ça fonctionne. Merci d'être là ce vendredi après-midi. Donc on va débuter, parité, diversité, inclusion. Ce sont des sujets aujourd'hui majeurs dont tout le monde a entendu parler. Et donc il nous a semblé intéressant de voir comment notre secteur pouvait s'en emparer pour attirer de nouveaux talents et se diversifier par rapport aux profils qui peuvent venir travailler dans notre secteur. Et éventuellement, pourquoi pas, ça c'est les intervenants qui nous diront, peut-être pallier un manque des fois d'attractivité et d'image que peut avoir le secteur, notamment dans certains métiers encore du transport et de la logistique. Mais ça, on va le voir ensemble. Peut-être que le mieux, c'est de commencer à vous présenter ainsi que vos entreprises rapidement. On commence par là-bas, Madame Cécile Cloarec, peut-être ? Très bien. Donc Cécile Cloarec, je suis la DRH de FM Logistique, qui est un groupe à capitaux familiaux, donc indépendant. Et c'est un groupe international, en fait, qui opère dans l'ensemble des services de supply chain dans à peu près 14 pays et qui compte 29 000 collaborateurs aujourd'hui. Voilà. Merci. Aurélien Bocan. Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Bocan, je suis responsable de la RSE pour le groupe Page qui regroupe les marques Michael Page et Page Personnel. Donc on a un groupe de recrutement, un intermédiaire de l'emploi présent dans 43 pays et travaillons vraiment sur tout secteur, tout type de contrat et tout type de métier. Merci. Audrey. Bonjour, Audrey Lemaitre. Donc, je suis en charge de la Talent Acquisition et la diversité chez Geodis. Donc, Geodis, c'est un groupe français de 47 000 collaborateurs à travers le monde, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et présent dans 66 pays. Merci. À vous. Bonjour, Adrien Lopez, directeur du développement RH et du recrutement pour Bolloré Transport et Logistique, donc la branche transport du groupe Bolloré. Nous sommes 35 000 collaborateurs, nous opérons dans 109 pays et nous avons 131 nationalités au sein de notre division. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai juste une petite remarque. Je vois que chez Geodis et chez vous, chez Bolloré, en fait, vos fonctions sont plus classiques que celles que Madame Lemaitre nous a définies, plus dans la diversité. Est-ce que c'est parce que vous l'avez présenté différemment chez vous ou vous avez aussi des fonctions plus diversité, des équipes, vous avez développé des choses nouvelles là-dessus ? Oui, on a effectivement une équipe qui s'occupe de diversité, qui est dans l'équipe RSE d'ailleurs. D'accord. Et voilà, on a aussi à d'autres étages de l'organisation des référents handicap, par exemple. Donc non, on a toute une structure et ça fait partie en fait du domaine que je pilote en fait. Voilà. D'accord, c'est ça. Je pense que c'est un peu la même chose chez vous. Oui, également. Alors, je suis également en charge de tous les aspects sociaux liés à la RSE. Nous avons effectivement différentes équipes de travers le monde qui travaillent sur les sujets de la RSE et de la diversité. D'accord, ok. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'il serait intéressant de définir qu'est-ce qu'on met derrière tous ces thèmes. Parce que pour nous, ces termes paraissent évidents, mais finalement, est-ce qu'on parle tous de la même chose ? Alors, parité, je pense qu'on n'a pas besoin de vraiment le définir. En plus, la table ronde, parfaite. 2 hommes, 2 femmes, donc voilà. Par contre, tous les autres termes, plus d'inclusion, de diversité, Cécile Cloarec, qu'est-ce que vous mettez vous derrière ? Comment vous le définiriez ? Alors moi, on va donner une définition extrêmement simple, imagée et que je trouve intéressante pour diversité et inclusion. On m'a dit finalement la diversité, c'est quand tu es invité dans une soirée dansante et il y a plein de gens différents. Voilà, ça c'est la diversité. Et puis l'inclusion, c'est s'il y a une super ambiance, si toi tu te sens bien, si les autres se sentent bien et que tout le monde danse ensemble. Voilà, donc il y a des définitions beaucoup plus techniques, beaucoup plus professionnelles, mais celle-là au moins elle est imagée, on la retient, par la tout le monde. Donc Audrey Lemaitre, peut-être que... J'avais exactement la même en fait. Ah ben voilà, vous êtes... Et en complément, alors c'est quelque chose qui nous vient nous des États-Unis où notre réseau diversité est très très pris pris à bras le corps si je puis dire. Et en effet, c'est diversité, c'est l'opportunité d'une soirée où tout le monde peut être invité. L'inclusion, c'est tout le monde peut choisir, participer à la playlist. Et la parité, c'est tout le monde se sent à l'aise de danser. C'est voilà, en gros la définition que nous, on explique à nos collaborateurs pour qu'ils ne se sentent pas fermés dans des définitions un peu trop complexes et que ça puisse parler à tout le monde dans n'importe quel contexte. Tout à fait. Je ne sais pas, Adrien Lopez, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'ont dit je les dames. trouve tellement bien que je conserve, j'y reste là-dessus. Ah ben voilà, d'accord. Je reste là-dessus. Ok, pas de problème. Donc, Aurélien Bocan, vous recevez un petit peu toutes les demandes des entreprises. Donc, je pense que vous êtes la bonne personne
pour, pour nous expliquer, je pense qu'il y a des différences en fait quand dans notre secteur, si on est au niveau de l'opérateur, dans l'entrepôt ou au niveau du conducteur routier, ou si on monte au niveau des managements et même voir des postes de direction, je pense que par rapport aux termes qui nous, voilà, qu'aujourd'hui on développe aujourd'hui, on n'a pas la même approche, il n'y a pas les mêmes demandes. Non, c'est pas la même demande, mais après, ça se rejoint un peu. Nous aujourd'hui, d'une manière générale, quel que soit le secteur, quel que soit le type de métier, les deux demandes les plus fréquentes, c'est la féminisation des profils et le deuxième, la présentation de candidats en situation de handicap, tout simplement parce qu'en fait, ce sont deux politiques qui sont basées à partir de quotas. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années maintenant, enfin même plus que ça, c'est 25 ans, sur la question du handicap, on a des obligations d'emploi de travailleurs handicapés à partir d'entreprises de plus de 20 salariés qui doivent représenter 6% des effectifs totaux. Avec une réforme qui a eu lieu en 2020, qui durcit un peu plus les conditions d'obtention, de calcul et puis tout simplement de paiement de taxes si on ne rentre pas dans ces conditions-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous demande énormément. Et ensuite, la féminisation. Alors, peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on est quand même sur un secteur qui est largement masculin. Et là où il faut faire la différence aussi peut-être, c'est entre les fonctions cadres et les fonctions non cadres. Si je parle en fait, par exemple, des préparateurs de commandes, et là je prends vraiment préparateurs de commandes quand on travaille sur des ports avec des cargos à décharger, mais aussi des préparateurs de commandes, par exemple sur du commerce, par exemple, 80% des profils, ça va être des profils féminins. Voilà. Après, sur des profils cadres, on constate quand même qu'il y a beaucoup moins de fonctions managériales qui sont occupées par des femmes. Et sur des fonctions, on va dire, management de haut niveau, alors c'est une estimation, on n'a pas de chiffre exact, mais, et là je parlerai au conditionnel, on estimerait qu'il n'y aurait que 10% en fait, de profils cadres supérieurs qui seraient occupés par des femmes. Encore une fois, c'est une estimation, hein, donc sur tout ce qu'on peut voir en termes de transport, logistique et supply chain. Monsieur Lopez, je vous vois... Oui, je voulais juste intervenir. Alors, effectivement, on a beaucoup d'études qui nous indiquent que dans le secteur du transport et de la logistique, les femmes représentent 20% des effectifs du secteur. Chez nous, chez Bolloré Transport et Logistique, on mesure donc chaque année nos effectifs. Nous avons 31% de nos effectifs qui sont féminins à travers le monde. Sur les postes de management, on arrive à 32% de femmes sur des positions de management. Donc nous, le principe est de travailler sur cette proportionnalité, de s'assurer que les effectifs féminins que nous avons dans nos structures, nous avons la même proportion d'effectifs féminins en position de management. Et si on reste sur le prisme français, on se limite à une vraie vision mondiale. En Asie-Pacifique, on va avoir quasiment 50% d'effectifs féminins et également sur des positions de management. En Amérique, on a 43% de femmes sur des positions de management. À l'inverse, au Liban, si on prend cet exemple-là, 60% de l'effectif est occupé par des femmes et donc plus de 60% des postes de management occupés par des femmes. Donc on a vraiment des réalités totalement diverses par rapport aux pays. Est-ce que c'est la... Oui, vous voulez Pardon, je voudrais simplement enfin, je suis complètement d'accord. En fait, ça dépend des réalités qu'on va avoir pour le coup. Mais je vais vous donner un chiffre tout bête. Hein. Nous, on reçoit sur ce secteur que je viens de nommer, 75% des candidatures qu'on reçoit en fait sont des candidatures masculines. Donc ça veut tout dire pour le coup. Et en termes de chasse, c'est exactement la même chose. Par contre, en fait, en termes de placement, et c'est là qu'on se rend compte la volonté de nos clients de vouloir changer les choses, on place 40% de profils féminins en fait. C'est là qu'on voit la différence. Toujours à compétences égales, bien évidemment, on ne va pas placer une femme parce que c'est une femme, on va placer une femme parce qu'elle a des compétences au même titre qu'un homme, mais on a quand même une préférence à compétences égales de pouvoir féminiser un peu tout ça. Et ça, c'est assez nouveau, vous le voyez récemment ou c'est quelque chose qui... Là, on est sur des études, on va dire, qui ont commencé à être faites en 2019, qui ont été consolidées, alors peut-être pas pour 2020 pour les raisons qu'on connaît, en 2021 et qu'on va continuer en 2022. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse, mesdames, Madame Cloarec? Oui, alors je rejoins complètement Adrien sur le fait que les réalités sont assez variées en fait, d'un pays à l'autre. Hein. Chez FM, nous,
On a 43% de femmes en totalité dans les effectifs, 45% sur les fonctions managériales, tout pays confondu. Et si on regarde nos cadres sup et dirigeants, c'est-à-dire les 200 tops du groupe sur 29 000, on est à 27% de femmes parmi les cadres dirigeants. Donc, entre guillemets, on n'est pas si pire. Voilà. Oui. Néanmoins, quand on regarde après la diversité internationale, il y a des pays, entre guillemets, c'est plus facile que d'autres. Donc, Bien sûr. notre champion des champions, c'est ou c'était l'Ukraine, avec une majorité de femmes dans le comité de direction. Aussi parce que le marché est comme ça, ou parce que nous, on arrivait à attirer plus facilement aussi des femmes. Si je regarde l'Inde, où on est implanté depuis quelques années, on a acheté une société qui était quasi 100% masculine, donc on fait cet effort de féminisation. Bon, on a une première femme dans notre équipe de direction. Là, on est très loin d'une parité. Il faut encore progresser. Voilà. Mais au global, 27% de femmes parmi les cadres sup et dirigeants. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que le secteur, effectivement, peut avoir une image un peu repoussoire pour les femmes. En tout cas, c'est une image masculine, donc elle ne s'y projette pas forcément. Après, je pense moi que ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. J'ai travaillé avant ce métier de la logistique ou de la supply, moi j'ai travaillé dans la distribution, dans le retail. Oui. J'ai fait plusieurs entreprises et je peux vous dire que d'une entreprise à l'autre, il y a des entreprises beaucoup plus female friendly que d'autres. Des entreprises où en termes de culture, d'ambiance, quand on est une femme, on se sent mieux accueilli, on a l'impression de pouvoir s'exprimer plus facilement, vivre sa vie personnelle aussi en parallèle de sa vie professionnelle plus facilement. Et donc moi, je crois beaucoup que dans nos métiers, si on travaille sur une culture inclusive, une culture qui va plus travailler sur les valeurs du féminin et qui va par exemple privilégier ou en tout cas favoriser du télétravail, faire attention aux horaires, favoriser aussi plutôt des valeurs de coopération, de bienveillance, on se retrouve avec une culture qui est plus facile pour les femmes, qui attire plus les femmes. Et moi, je le vois quand on fait des relations écoles, on va dans des écoles d'ingénieurs ou dans des business schools. Vous savez que dans les écoles d'ingénieurs, il y a encore pas suffisamment de femmes, oui. élèves dans les écoles. À la fin de nos présentations RH, quand on voit qui sont les étudiants qui viennent nous voir pour proposer leur CV, demander si on a des stages, etc., en fait, en proportion, les filles de l'assistance viennent beaucoup plus vers nous. Donc on se dit, tiens, il y a quelque chose dans notre discours qui fait qu'elles s'y reconnaissent et qu'elles ont plus envie peut-être de venir chez FM Logistique que dans d'autres entreprises. Voilà. Là-dessus, Audrey Lemaître, peut-être? Alors, nous, on a à peu près les mêmes proportions, sauf que on a 40% de femmes dans tout notre effectif, 30% pour la force managériale, et par contre on est un peu moins au niveau des TOPEX, donc tout ce qui est membre des comités de direction. On a pour ambition d'être à 25% d'ici 2023 et on est à 20% pour le moment. Nous, on voit la différence en fait de proportion hommes-femmes, surtout sur nos métiers, nos lignes de métiers. On travaille sur du freight forwarding, on a une parité qui est parfaite, en fait, voilà. Par contre, on va sur les métiers distribution express, on va sur les métiers logistique contractuelle ou la route. Là, on voit qu'il y a un décrochage. Je pense qu'en effet, c'est travailler sur le métier en lui-même qui va permettre déjà de mieux faire connaître ou reconnaître les difficultés qui ne sont plus celles qui étaient il y a quelques années, parce que l'innovation, les technologies permettent aujourd'hui de retirer toute cette partie pénibilité. Et il y a aussi la marque employeur qui va aider à changer l'image du métier qu'on peut en avoir. Nous, par exemple, chez Geodis, on a mis en place une campagne qui s'appelle Réserve naturelle de talent. Donc vraiment, le côté naturel, c'est que nous, voilà, on s'oriente aussi pour prendre en compte les contraintes environnementales afin de permettre à nos clients de faire transporter ou de gérer la logistique de leurs produits en étant, je ne me rappelle plus le mot, mais environmental friendly. Oui. Et de dire, voilà, venez aussi un peu comme vous êtes, dans le sens où il n'y a aucun préjugé à avoir. On travaille énormément aussi sur tout ce qui est hérité depuis les années, c'est-à-dire notamment le sexisme ordinaire, pour que les femmes puissent se sentir à l'aise lorsqu'elles intègrent l'une de nos organisations, et leur donner aussi de la visibilité sur la prochaine étape, le next step. Ça, c'est important parce qu'en effet, on peut attirer des candidates, les faire venir, mais après, il faut faire attention à ce qu'elles puissent rester dans l'entreprise. Et ça, nous, on travaille vraiment là-dessus, sur on attire, visibilité, et comment on les retient. Je pense qu'une femme comme un homme, ce qu'elle veut, c'est pouvoir
s'épanouir professionnellement, avoir des opportunités pour lesquelles elles se sentent légitimes de saisir. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec nos RH et aussi nos managers, parce qu'en fait, il n'y a pas que les RH qui sont décisionnaires, c'est aussi les managers, pour que toujours la compétence et la motivation soient au cœur en fait des décisions et que toute personne en fait se sente légitime à avoir un poste. Et on sait qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes vis-à-vis de ce sentiment de légitimité. D'accord. Monsieur Lopez, vous voulez intervenir? Oui, en fait, je voulais vraiment appuyer ce que Cécile disait tout à l'heure sur il faut aussi déconstruire les biais, montrer par l'exemple que c'est possible. Depuis plusieurs années, on met en lumière des parcours de nos collaboratrices, des parcours inspirants. On est présent dans les écoles pour montrer justement ces exemples et ces belles réalisations. Et tout ce travail qui doit être fait avec les managers, justement, de prouver que c'est possible et qu'on a tous des biais, en fait. Si on se dit que non, je ne peux pas faire ce travail-là parce que je suis une femme ou je suis un homme ou autre, c'est parce qu'on a un biais par défaut. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, dans nos organisations, nos managers ne se posent même pas la question si on peut promouvoir une femme ou pas à tel type de poste, bah, c'est la concrétisation de tout ce travail. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne chez nous. C'est tout ce travail en amont qui a été mené et qui aujourd'hui porte les fruits. On a les fruits de ce travail en amont. Monsieur Beaucamp, justement, par rapport à ce que viennent de dire les recruteurs, en fait, est-ce que ça, vous le vivez au quotidien, vous le voyez, c'est une réalité où... Oui, c'est une réalité. Après, moi, ce que je dis souvent à nos clients aussi, et je peux me permettre, parce que j'ai plus une relation de consulting avec eux, maintenant je suis vraiment sur la RSE, donc je peux me permettre d'être un peu critique ou de faire des propositions. Donc ça, c'est quand même assez facile et arrangeant. Mais souvent, alors, je vais faire des grosses généralisations, je suis désolé, mais souvent, en fait, nos clients nous disent, moi, je mets de la diversité, de l'inclusion dans mes recrutements, ce qui est un non-sens, en fait, parce que pour le coup, si vous pensez au recrutement, mais que vous ne pensez pas à l'après, comment vous allez intégrer la personne et comment, surtout, vous allez faire qu'elle puisse rester chez vous, ça ne sert à rien. Et là, on vient sur les questions, en fait, de travail autour de la sensibilisation, à la déconstruction des biais, des stéréotypes, à la répétition, parce qu'il faut répéter aussi tout le temps, et de se dire que finalement, la question de la diversité, que ce soit sur la parité homme-femme, que ce soit sur la question, je vais élargir un petit peu, du handicap par exemple, ou la question aussi des seniors, on y reviendra après j'imagine, c'est un vrai sujet en fait d'enrichissement. Tout simplement parce que si vous mettez de la diversité dans vos recrutements, vous allez être beaucoup plus performant, vous allez recruter des personnes qui ne vous ressemblent pas, vous allez recruter des personnes qui vont proposer des solutions qu'elles vous auriez même pas pensé, parce que généralement, encore aujourd'hui malgré tout, on recrute des personnes qui nous ressemblent, surtout dans un contexte comme celui qu'on a aujourd'hui, où ça recrute dans tous les sens, où on a des pénuries sur tous les métiers, qu'on a besoin de recruter tout de suite, qu'il faut aller vite, et les opérationnels qui nous mettent bien la pression sur nous, RH, pour nous dire j'ai besoin de là quelqu'un tout de suite maintenant, ça ne laisse pas de la place à la diversité en fait. Et c'est pour ça que tout ce travail d'apprendre à recruter sans discriminer, de lutter contre les stéréotypes, etc. Ça se prépare, mais ça se travaille sur le temps, en fait. On va pas trouver la solution comme ça. Moi, par exemple, j'ai toujours une solution pour nos clients en disant, mais ok, très bien, vous recrutez poste par poste quand vous faites appel à nos services en tant que recruteur. Mais aussi pensez à vous dire, cette année, je vais avoir besoin de, je sais pas, tant de chefs de produits, tant de responsables d'exploitation, tant de responsables de site. Et peut-être qu'on peut se dire, si je prends l'exemple du handicap, par exemple, que sur ces 3 types de postes, en fait, on peut faire du sourcing en continu, même si le poste n'est pas ouvert tout de suite. Parce que nous, ça va nous permettre, en fait, de travailler sur un temps long, surtout sur des profils qui ne vont pas forcément dire pourquoi, enfin, qui ne vont pas certainement parler de leur handicap et qui vont avoir du mal à le dire. Donc ça se prépare, ça prend peut-être un peu plus de temps que lorsqu'on nous confie une mission qui doit être remplie le plus rapidement possible, on va dire 3 à 4 semaines à partir du moment où on est sollicité. D'accord, merci. Alors justement, vous parlez de autre chose que vous allez au-delà de la parité. Bon, la parité, ça semble avoir été intégré, vous en avez tous parlé. Mais finalement, est-ce que, si on parle d'inclusion au sens plus général, par exemple, le handicap, je n'ai pas l'impression aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que quand je vais visiter vos entrepôts, que je vais dans vos entreprises, je vois beaucoup de personnes en situation de handicap ou par exemple l'emploi des seniors. Ça me semble quand même des sujets sur lesquels vous êtes moins en avance, non, que la parité. En l'occurrence, si je parle pour FM Logistique, on est à presque 9% d'emplois handicapés. D'accord. Donc en France, où on a une filiale qui emploie entre 5 et 6 000 personnes, en fait, selon les périodes de l'année, on a plus de 500 collaborateurs avec un statut de handicap. Et c'est un travail que l'on fait depuis 10-15 ans facile. Et c'est des collaborateurs cadres et non cadres qui sont dans les... Oui, alors néanmoins,
beaucoup plus sur les populations non cadres que cadres. Ça, c'est le problème, entre guillemets, du handicap en France, qui vient à la fois du fait que beaucoup de personnes en situation de handicap à la fois s'autocensurent pour faire des études. Ce n'est pas si facile que ça de faire des études quand on est en situation de handicap. Donc plutôt sur de l'emploi effectivement non cadre, entre guillemets. Et dans ces plus de 500 collaborateurs, en fait, on a les collaborateurs qui sont inclus en fait dans nos plateformes et sur nos postes de travail entre guillemets classiques. Et puis on a aussi des filiales qui s'appellent FMEA, donc FM Entreprise Adaptée, avec 7 établissements spécifiques, avec des ateliers qui sont là, je dirais un peu comme des bulles en fait, où on va pouvoir travailler en fait avec des personnes en situation de handicap, peut-être de manière un petit peu plus précise, plus soutenue, en fait, pour les accompagner progressivement vers un emploi qui va être, si je peux m'exprimer comme ça, un emploi normalisé, entre guillemets. Voilà. Donc c'est possible, c'est possible. Et après, il y a aussi plusieurs formes de handicap. On a commencé à travailler ces dernières années sur le handicap mental, sur la maladie mentale, puisqu'on sait aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'OMS, l'OMS dit que dans les dizaines d'années qui viennent, là, une personne sur 5 sera touchée par une maladie mentale dans sa vie. Et quand on dit maladie mentale, ça peut être aussi large, des dépressions très profondes, ça peut être du burn-out, ça peut être de la bipolarité qui se déclenche, etc. Accueillir cette forme de handicap dans l'entreprise, c'est pas forcément facile parce qu'il y a une forme de peur en fait de la part des managers ou des collaborateurs. Donc sensibiliser, faire connaître, expérimenter, ça permet aussi d'accueillir en fait ces personnes-là, et c'est important parce que ça fait partie de nos problématiques de société. Donc toute entreprise qui travaille sur ça, même en dehors de notre secteur, de toutes les façons, elle se doit de travailler sur cette inclusion-là aussi. Bien sûr. Donc sur ces formes d'inclusion, peut-être du côté de chez Bolloré. On a aussi effectivement de belles réalisations, que ce soit en France ou à l'international. On essaie aussi de mettre en lumière, alors on sensibilise nos collaborateurs et nos managers à la diversité et l'inclusion. On a des modules de formation qu'on répète. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important de répéter, vous avez raison. C'est si jamais on se dit, bon, bah, ça y est, c'est acquis, bah, c'est perdu. Donc on répète régulièrement, et on a par exemple des collaborateurs en situation de handicap sur nos plateformes en Asie-Pacifique, à Singapour. On va en avoir à Dubaï, on va en avoir en France. On met en place des pépinières pour pallier à notre difficulté de recrutement, et on inclut dans notre sourcing, dans cette pépinière, des salariés en situation de handicap. Donc effectivement, il faut explorer de nombreuses voies, de nombreuses possibilités, parce que si jamais on se limite à un endroit, c'est perdu. Tout à fait. Madame Lemaître. Alors oui, nous aussi chez Geodis, on a pris le sujet. Alors, on a un réseau, nous, on a vraiment tenu à ce que les collaborateurs se sentent aussi investis, parce que c'est eux qui vont accueillir des personnes en situation de handicap, autant en tant que collègues ou même que personnes à manager. Donc, on a aujourd'hui 53 correspondants mission handicap qui ont pour charge justement d'être les référents, soit des référents de leur structure pour accueillir des personnes en situation de handicap, ou pour sensibiliser, informer, mettre en place des initiatives au niveau de leur organisation, afin de montrer que la mixité des équipes, non seulement c'est possible, mais surtout de briser un peu justement cette méconnaissance qui crée cette peur en fait sur la différence. Aujourd'hui, donc, on a différentes vitesses. Par exemple, aux États-Unis, on a 2 sites. Alors, les volumes ne sont pas du tout les mêmes, mais on a 2 sites très importants avec plusieurs centaines de collaborateurs qui ont pris comme objectif de recruter 70 personnes en situation de handicap, donc ils travaillent avec une agence spécialisée sur des métiers très spécifiques, parce que alors c'est notamment des personnes atteintes d'autisme, parce que ces personnes-là ont une capacité supérieure aux autres, en fait, une capacité de concentration qui leur permet vraiment de faire parfaitement certaines tâches sans être dérangés par un environnement extérieur. Donc en fait, là pour le coup, c'est une force dans notre recrutement de dire non, on recherche ces personnes qui ont ces compétences, ces capacités-là, qui sont des soft skills du coup, qui sont vraiment nécessaires à faire ce genre de métier. Donc là, ils se sont donné 1 an pour recruter ces 70 personnes-là. Ils étaient arrivés, je crois, en janvier, la moitié. Donc voilà, c'est plutôt bien parti. Et ensuite, en effet, si ça fonctionne, ce sera vraiment une success story qu'on essaiera de déployer dans d'autres pays.
Et on a également toute la sensibilisation manager, la mise en situation. On a fait des duo days en fait avec des experts en fait, parce qu'on n'est pas expert hein, sur ce niveau-là, donc on est obligé de s'appuyer sur des organisations et des entreprises expertes pour faire travailler des équipes, alors ce qu'on appelle dans le monde du handicap ordinaire, en milieu ordinaire, avec des personnes qui sont en situation de handicap, pour voilà, déjà commencer à dire, vous voyez, c'est possible, les prérequis ou du moins les adaptations sont possibles, pour qu'on garde un niveau de performance et un niveau de performance adéquat. Donc voilà, on travaille vraiment à tous les niveaux pour sensibiliser et accueillir les personnes en situation de handicap. Monsieur Lopez. Ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, on a effectivement les mêmes réflexes et les mêmes actions. Donc on est tous engagés de la même façon entre ces formations de référents handicap, le duo day, le travail avec différentes associations. Enfin, on est vraiment tous alignés, donc c'est assez rassurant quand même. Alors justement, vous êtes tous présents à l'international. Vous nous avez parlé un petit peu de ce qui se faisait notamment aux États-Unis. Est-ce que vous arrivez à capitaliser justement sur cette intelligence collective dans différents pays et à avoir des bonnes pratiques un peu plus générales et qui servent pour les uns et pour les autres? Ouais, nous, on est énormément dans le partage de bonnes pratiques. Justement, on a un réseau correspondant personnes en situation de handicap qui s'appelle Inclusion Network. Et tous les 3 mois, on se réunit pour parler des success stories, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. On se sert aussi de labellisation externe, avec vraiment un référentiel qui nous permet de continuer de nous améliorer. C'est notamment alors je ne sais pas si vous le connaissez, GEES, Gender Equality European and International Standard. Donc ils ont un volet parité, mais qui s'étend à la diversité. Donc dans la diversité, on peut mettre d'autres choses. Et on a aussi la labellisation Investors in People. Et là, c'est évaluer la qualité managériale en prenant en compte justement comment on crée du succès durable, comment est-ce qu'on implique tous les collaborateurs, comment est-ce que nos leaders sont inspirants. Et ça, donc, c'est des accréditations qu'on déploie dans tous nos pays. Aujourd'hui, on a plus de 30 organisations qui sont accréditées. Et donc, il y a une revue tous les ans et des renouvellements d'accréditation tous les 3 ans. Donc, voilà. Oui, je pense que les labels, les certifications, c'est quand même, quand on a un groupe international, un super outil pour à la fois apporter de la reconnaissance aux business units qui ont les bonnes pratiques et puis produire une sorte d'émulation interne qui fait que les business units qui s'y étaient pas encore mis, en fait, elles vont commencer à cravacher pour aller chercher le label comme les autres. Et puis après, je pense qu'en fonction des sujets, en fait, vous avez des pays, des cultures qui sont quand même plus préparés ou en tout cas plus en pointe. Et donc, nous, notre stratégie, entre guillemets, chez FM, c'est à la fois de mettre en valeur les bonnes pratiques et donc faire envie, entre guillemets, ou montrer l'exemple à ceux qui n'y sont pas encore allés, mais aussi laisser, en fait, à chaque pays, en fait, le choix de ses priorités. C'est-à-dire qu'en fait, on peut leur dire, voilà, il faut avancer sur diversité et inclusion, voilà les thématiques, par quoi vous commencez, parce qu'on ne peut pas forcément tout adresser en même temps. Voilà. Et donc on ne traite pas la même chose, j'ai envie de dire, je sais pas, au Brésil, en Pologne, en Inde ou en Chine. Quoi, hein, voilà. Et après, on ne le traite pas forcément de la même façon. Et d'une manière générale sur tout ce qui est respect de la diversité et inclusion. Vous voyez, j'ai l'exemple du Brésil, par exemple. Le Brésil est sous une influence, on va dire, du continent américain, probablement plus forte que les pays européens. Et donc, leur pratique, en fait, en matière de diversité et inclusion, elle peut aller assez loin, y compris dans les questionnaires, en fait, qu'on envoie aux collaborateurs. On peut leur demander de nous dire, alors non seulement de quel genre ils sont, mais quelle est leur orientation sexuelle, de quelle religion ils sont, à quelle appartenance, quelle est leur appartenance ethnique. Et on sait que tout ce qui se mesure peut s'améliorer, voilà. En France et dans un certain nombre de pays d'Europe, vous ne pouvez pas faire ça et on sait pourquoi. Hein, je ne conteste pas du tout. Oui, hein, on a une histoire qui fait qu'il n'est pas question aujourd'hui pour nous d'aller recenser les différences parce qu'on sait quel est le risque derrière. Donc on est plutôt sur un modèle universaliste qui nous est fortement reproché d'ailleurs. Hein, en tant que pays France, ça nous est très très fortement reproché par les Américains notamment, hein, qui ne comprennent pas en général hein, ce modèle universaliste. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut avancer. Il faut laisser chaque pays, chaque culture, chaque équipe RH, chaque équipe managériale choisir en fait la façon dont elle va y aller, quoi. Voilà. Là-dessus. Non. En fait, je suis tout à fait en phase avec Cécile. On sensibilise, on donne, on va dire, la ligne directrice. Par contre, il est hors de question d'imposer une façon de fonctionner parce qu'on aura un prisme, forcément.
Donc il faut vraiment laisser en fonction des contextes. Je vous parlais du Liban, vous avez une démographie qui fait qu'il y a 60% de femmes. Je ne vais pas arriver en disant non, non, c'est de l'équité. C'est de la parité et rien d'autre. Donc il faut vraiment laisser chaque entité, chaque pays s'approprier. Et cette sensibilisation, cette mise en avant d'exemples et de belles réalisations font que ça reste au niveau des équipes, des managers, des collaborateurs, et tous œuvrent dans le même sens. Je ne sais pas si vous pouvez, vous, avoir une vision un peu plus large, justement, comment se positionne la France. Alors, on a bien compris les différences, mais l'évolution peut-être de la France par rapport à ces thématiques-là? Très clairement, moi j'ai pris mon poste il y a 4 ans et en fait j'ai pris des responsabilités européennes assez vite et aujourd'hui elles sont un peu plus globales. Et ce que je peux dire c'est que on dit souvent qu'en France on ne fait pas assez ou qu'on fait mal ou parce qu'on mesure mal ou parce qu'on n'a pas les résultats escomptés. Moi je constate quand même que on est arrivé à un moment où pendant des années on parlait d'engagement. Et cet engagement nous servait à faire de la communication, en fait. Est-ce que pour autant parler de résultats avec des objectifs et des KPIs? Non. Par contre, il y a eu une accélération très claire depuis la crise Covid, moi, que je situerais même un petit peu avant, où en fait toutes les entreprises se sont mis en fait à se dire, moi mon objectif c'est d'arriver à tant de pourcentage de travailleurs, enfin peut-être pas travailleurs handicapés, c'est des quotas, c'est obligatoire, mais en tout cas de femmes, de travailler en interne sur la question de l'inclusion LGBT par exemple, de travailler sur telle ou telle problématique sociale, culturelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, je constate qu'en France, en fait, on fait beaucoup de French bashing en fait, au niveau des entreprises en disant mais les entreprises s'investissent pas assez, elles font pas assez ceci, elles font pas assez cela. Et ben en fait, il faut se détromper parce qu'il y a une étude hyper intéressante là, qui est sortie les dernières au niveau des Nations Unies, donc le Global Compact, qui montre que la France, au niveau de ses entreprises, est le deuxième pays après les États-Unis à être le plus investi en fait, sur ces sujets-là. Je parle de diversité et d'inclusion, hein. Je ne parle pas nécessairement d'environnement, mais sur diversité et inclusion, très clairement, les entreprises sont hyper à la pointe sur ce sujet-là. Entreprises françaises. Voilà, exactement. Et la différence peut-être même davantage avec les États-Unis, c'est qu'elle engage ses collaborateurs et elle est là-dessus. Les États-Unis, en fait, sont très avancés là-dessus, mais les collaborateurs ne sont pas forcément partie prenante, merci, de ce sujet. En France, en fait, on va agir à tous les niveaux, toutes les parties prenantes. Les investisseurs, les actionnaires vous disent, en fait, il faut mettre de l'inclusion, la diversité, il faut travailler sur la question de l'environnement. Très bien. L'opinion publique va le faire et c'est important aussi parce que dans l'opinion publique, il y a les candidats que vous cherchez à attirer et donc à retenir. Mais vos collaborateurs, à quel moment vous les utilisez en fait pour le coup? Et en France, enfin moi je trouve, et de toute façon c'est démontré par les études, que les collaborateurs sont associés à ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de formation, de sensibilisation, de répétition, de groupes de travail. C'est clairement ce qui se passe aujourd'hui en France et ça c'est hyper intéressant. Alors, la France, bonne élève, mais le secteur du transport et de la logistique, par rapport aux autres secteurs, bon élève ou pas? Je ne sais pas. Franchement, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait des études beaucoup plus poussées, secteur par secteur, qu'on n'a pas aujourd'hui, en fait. On est encore sur... j'ai envie de... Enfin, je devrais peut-être pas dire ça, tu me diras, mais moi, je pense qu'on est encore sur une discipline, donc la RSE, qui a plein de sujets. Donc, il y a environnement, il y a sustainable procurement sur les achats, il y a diversité et inclusion, il y a la gouvernance, l'éthique, qui sont encore des disciplines relativement neuves, en fait. Donc, on a des gros ensembles par pays, par, on va dire, grands métiers, mais par secteur, j'ai pas l'impression qu'on ait encore toutes ces informations. Oui, c'est un peu difficile, effectivement, de les avoir. Se positionner par rapport aux autres. Je confirme complètement ce que tu dis. Voilà. Après, je pense qu'il y a au moins un type de diversité sur lequel le secteur n'est pas mauvais, c'est tout l'accueil des jeunes et des personnes peu qualifiées. Parce que ça aussi, c'est une forme aussi, l'insertion sociale et professionnelle. Le rôle d'ascenseur social du secteur. Ouais. Et je pense que ça fait partie, ce secteur fait partie encore des quelques secteurs français, je pense aussi à la distribution retail, où c'est possible de trouver un job, même si on n'est pas qualifié. Et c'est possible ensuite d'y progresser. Voilà. Donc ça, je pense aussi qu'il faut arrêter de se flageller. C'est vrai que c'est très spécifique à notre secteur. Et les entreprises de ce secteur, en fait, je pense, font beaucoup en la matière. On sait qu'on a une très grande part en fait, de nos collaborateurs qui sont des collaborateurs ouvriers, employés, agents de maîtrise. Et on sait qu'on est aussi un secteur qui a du mal à recruter. Donc, les équipes RH, souvent, elles mettent les bouchées doubles pour mettre en place des programmes en fait, d'insertion, aller chercher des jeunes ou des moins jeunes,
pas qualifiés, les amener en général. Alors, quand ils sont très éloignés de l'emploi, il faut les amener vers l'emploi avec une association intermédiaire. On n'y arrive pas tout seul, ça c'est très important. Et puis ensuite, aller jusqu'à de la qualification. Hein. Je prends juste un exemple chez FM. Nous, on en est à notre 3e promotion avec les apprentis d'Auteuil, où on prend en fait chaque année en France entre 10 et 15 jeunes, là pour le coup en échec scolaire, en quasiment rupture sociale ou familiale. On les amène progressivement vers l'emploi, vers la qualification, jusqu'à un diplôme de type CAP, BEP et un CDI derrière qui se passe chez FM ou ailleurs. D'ailleurs, hein, ils sont tout à fait libres. Mais vous voyez, et ça, je suis sûre FM n'est absolument pas la seule entreprise à faire ça. Donc, ça mérite d'être souligné quand même, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où, en fait, l'accès à l'emploi, quand on n'a pas de diplôme, il n'est pas possible. Tout à fait. Compléter rapidement, simplement la question de l'âge, en fait, moi je remarque sur ce secteur-là, c'est pas un souci. Parce qu'on parle de l'insertion chez les jeunes, de la progression, etc. Oui. Mais je trouve que nous, sur les profils seniors, ce qu'on observe en fait, alors je parle des profils cadres là pour le coup, les profils seniors sont pas du tout stigmatisés, au contraire. Je cherche des profils seniors en fait pour encadrer des équipes qui souvent sont quand même assez difficiles, pour gérer l'exploitation, pour gérer des sites pour le coup, ou même tout ce qui va être relation client en externe et en interne, mais aussi la partie système d'information. Et là, nous, c'est un des rares secteurs, clairement, je dois le dire, où on n'a pas de refus en fait, de clients qui vont nous dire « Ah non, ce profil est trop vieux » ou « Il approche 55 ans, c'est compliqué », etc., etc. Donc ça aussi, il faut le souligner. D'accord. Vous vouliez... Oui, je voulais juste compléter le sujet des pépinières, où aujourd'hui, on va avoir des pépinières en France avec 286 alternants au sein de Bolloré Transport et Logistique sur la France. Et on a effectivement une filière qui va de bac à bac plus 5. On va former, clairement pour nos métiers, hein, des jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi, qui sont pour certains des personnes en situation de handicap, pour pouvoir rejoindre nos équipes et pour pouvoir être notre vivier de demain. Et ce vivier aussi, ça passe par toutes ces opportunités de stage qu'on ouvre à l'international. Chaque année, on a plus ou moins 3000 stagiaires et alternants qui rentrent dans nos effectifs au niveau monde. Et donc il faut ouvrir la porte, il faut faire découvrir nos métiers. Et effectivement, sur la partie jeunesse, on n'a vraiment aucun sujet. Et sur les seniors, on a des experts aujourd'hui très techniques qui ont une compétence sur certaines entités. Je le vois sur le continent africain, on a des experts techniques en ferroviaire. Aujourd'hui, on les retient, on met en place des systèmes de formation pour qu'ils puissent déléguer et apprendre leur métier, leurs compétences techniques à des plus jeunes, puisque c'était vraiment une mine, une richesse qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur le marché. D'accord, là-dessus, Madame Lemaître, peut-être. Oui, je rejoins totalement mes collègues ici. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas se passer en fait, des nouveaux talents, et d'ailleurs, on a besoin aussi de leur montrer la richesse des métiers qui sont disponibles dans la logistique et le transport, et qui peuvent être accessibles voilà, d'un bac ou même avant ça, jusqu'à même un bac plus 5. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ne connaissent pas toute la richesse des activités qu'on peut avoir dans le transport et la logistique. Nous, on soutient aussi beaucoup nos managers qui parfois hésitent à recruter ou du moins à lancer des contrats en alternance, etc., faute de budget. Le corporate, en fait, sponsorise un nombre de places, je crois qu'on est à peu près à 150 places, pour permettre à toutes les organisations de recruter plus d'apprentis, parce qu'on sait très bien que ces personnes-là, alors apprentis ou stagiaires, ont 80% de chances d'être convertis dans des contrats permanents en fait, chez nous, parce qu'on a vraiment besoin de compétences, et on est en capacité de les former justement pendant leur stage, leur apprentissage. Et pour retenir au maximum aussi ces compétences-là, nous, on met en place aussi un espèce de parcours, un peu de carrière pour les jeunes, où donc, ils arrivent en stage ou en alternance. Sur sélection, bien entendu, on leur propose des VIE, donc pour pouvoir étendre leur expérience dans une organisation internationale, mais toujours avec l'ADN et la culture Géodis, et ensuite les intégrer, on va dire, de façon finale dans un job, en fait, parce qu'ils auront déjà vu un peu le groupe dans sa totalité. Ils auront aussi expérimenté la partie internationale, et ils seront en capacité dans leur carrière aussi de dire, bah oui, chez Géodis, on bouge, ça bouge, je ne vais pas m'ennuyer, je vais toujours être dans le mouvement, dans la recherche d'opportunités.
tout en restant dans la même société. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper important de compter sur les jeunes. On a même une communauté alternant, parce qu'en fait, il y a des jeunes aussi qui ont besoin d'échanger entre eux et de sentir qu'ils comptent aussi pour l'organisation. Donc ils sont un petit comité et ils nous remontent des idées d'amélioration, parce qu'on a aussi besoin de ce regard pour aussi nous challenger et dire, ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre façon de fonctionner, que ce soit toujours en lien avec la stratégie. Je pense que c'est aussi une façon d'inclure en fait tous les talents, que d'avoir l'écoute en fait de ces nouveaux talents pour le coup. Et est-ce que justement, la crise sanitaire qu'on a traversée, ça ne vous a pas finalement servi, vous, dans les entreprises, à mettre en avant certains métiers qu'on ne connaissait pas et de se dire, finalement, c'est des métiers essentiels aujourd'hui, et à faire venir des gens qui avant, ne savaient même pas que ça existait ou n'étaient pas intéressés? Tout à fait. Non, mais tout à fait. Enfin, je pense que tous les gens qui travaillent dans ces métiers, transport, logistique, supply, ont bien vu un avant et un après Covid. Hein. On avait l'habitude de dire la supply chain, c'est la main invisible. Et là, tout d'un coup, la main, elle est devenue visible. Parce que tout le monde s'est préoccupé de savoir si on allait trouver ses pâtes et son papier toilette au supermarché. Et donc, comment ça allait arriver tout ça? Heureusement que les travailleurs de la deuxième ligne de front étaient là aussi. Donc, il y a eu un ennoblissement du métier, clairement, dans l'opinion publique. Et puis, le e-commerce a fait un boom absolument incroyable. Et donc, on a découvert tous ces métiers, à la fois de la préparation de commandes omnicanal, de la logistique urbaine. Et donc, voilà, il y a eu une mise en lumière, en fait, vraiment de ces métiers qui sont apparus, sachant qu'ils étaient totalement méconnus, d'une part. Comme je vous le disais, un ennoblissement. Et puis, est apparue avec ça aussi toute la dimension digital, big data, en fait, et donc il y a une sorte de vent de modernité en fait qui a soufflé sur l'image des métiers et qui fait qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup plus de gens qui pensent supply chain et qui se disent tiens pourquoi pas, et si j'allais voir là où avant, je me rappelle avoir fait un micro-trottoir à l'ESCP il y a 5-6 ans avant de lancer une campagne en fait de marque employeur. On s'appelle FM Logistique, donc on leur avait demandé est-ce que vous seriez prêts à venir travailler dans la logistique? Alors, il n'en était pas question. Voilà, en gros. Et qu'est-ce que c'est la logistique? Alors, grosso modo, là, c'était des chiffres, des process, des camions. Enfin, c'est des trucs compliqués. Puis alors, c'est surtout des métiers d'hommes. Et puis alors, d'un certain âge, hein, non, c'est ringard, moi, j'y vais pas. Voilà, grosso modo, c'était ça. Je pense qu'on referait le même micro-trottoir aujourd'hui, on leur dirait logistique ou supply chain, parce qu'ils ne savent pas forcément beaucoup plus ce que c'est que supply chain, mais au moins c'est moderne, ça sonne mieux. Oui, c'est ça en Amérique. Je pense que franchement, l'image, elle est en train de changer. Il faut encore que ça change, mais ça y est, je pense qu'on est en train de rattraper en termes d'image certains secteurs. Quoi, voilà. C'est la même chose chez vous, voyez arriver des nouveaux profils. Alors en fait, je repensais effectivement à la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte que le fait de communiquer sur nos activités, les points aériens qu'on faisait, le fait de ramener des masques pour la population, ça a boosté l'engagement de nos collaborateurs. Ils se sont dit, tiens, enfin notre métier, il est connu, il est reconnu à sa juste valeur. Et oui, on contribue pour beaucoup à la santé des gens, à la sécurité des gens. On a eu un engagement, un taux vraiment de fierté de nos collaborateurs qu'on n'avait pas connu par le passé. Vraiment. Oui, ça c'est important. Effectivement, ça change beaucoup de choses aussi. Ça change beaucoup. Ah oui, tout à fait. Vous avez ressenti la même chose, vous, chez Géodis? Oui, exactement. Le fait que puis en plus, c'est quelque chose qu'on mesure aussi tous les ans via notre engagement collaborateur, enquête d'engagement collaborateur. Le fait d'être fier de l'entreprise pour laquelle on travaille, forcément, ça stimule, ça motive, ça donne envie aux personnes de rester et de mieux contribuer. En fait au succès de l'entreprise. Donc quand on peut dire ah oui tiens j'ai vu que Géodis avait fait ça, mais toi tu travailles chez Géodis, non voilà, forcément c'est plus intéressant que mais tu travailles chez qui déjà, qu'est-ce que c'est voilà, c'est toujours un peu, vous voyez, c'est plus entraînant et que sa vie professionnelle puisse être partagée et qu'on puisse parler un peu des succès, des challenges aussi. Hein. Je pense que la logistique s'est ouverte un peu au monde. Je veux dire grâce à ce qui s'est passé, voilà. Et que maintenant, on ne retournera plus en arrière. Et maintenant, je pense que toute la partie en plus innovative qui va derrière, parce qu'on a vraiment besoin de la logistique. Maintenant, on a vraiment vu que oui, on était la main invisible,
mais qui était nécessaire, indispensable, de même que l'abeille qui doit butiner, mais qu'on ne voit pas forcément, alors que pourtant c'est nécessaire à l'écosystème. Donc c'est important en effet que maintenant la logistique soit au cœur aussi de la stratégie des entreprises. Tout à l'heure, vous avez parlé, parce qu'on a parlé des gens qui sont peut-être un peu éloignés de l'emploi et qui peuvent avoir leur chance dans nos secteurs, mais vous avez parlé tout à l'heure aussi des nouvelles technologies, de la data, de l'IoT, enfin plein de choses qui aujourd'hui font partie prenante de nos métiers, sont très importants dans notre secteur. Et ça aussi, ça permet de faire venir, parce que la diversité, c'est aussi cette diversité-là, d'arriver à faire venir des nouvelles personnes qui arrivent avec des nouvelles formations. Comment vous expliquez ça et comment vous l'analysez ? Voilà, là, pour le coup, moi, j'ai envie de dire, on est un secteur en très forte concurrence avec tous les autres, quand même, sur ces aspects-là. On a besoin de plus en plus d'ingénieurs, de data scientists, d'analystes également, de responsables automatisation, robotisation. Voilà, donc, et ça, ce sont des métiers profil pas facile du tout à recruter. Voilà, ce sont des métiers qui sont vraiment en pénurie, puisque je crois qu'en tout cas, sur tout ce qui est intelligence artificielle, il doit y avoir 15 offres d'emploi par diplômé sortant chaque année sur le marché. Donc là, on est à la même enseigne, entre guillemets, que tous les secteurs. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Après, il y a dans ces formations-là aussi, il y a des écoles qui se créent pour aller former des gens qui sont plutôt en formation continue, en reconversion, et qui vont aussi développer des compétences en gestion de données, par exemple, et qu'on peut recruter ensuite, parce que la supply chain, les entreprises de logistique gèrent, on va dire, manipulent un nombre de données absolument fantastique, et donc il y a plein de valeurs à créer là-dedans, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est aussi un métier où on peut accueillir de la diversité, mais notre problème aujourd'hui, c'est plus d'arriver à trouver des gens, quand même. C'est justement, Monsieur Beaucamp, par rapport à ça, est-ce que c'est un secteur, vous arrivez de temps en temps à faire choisir notre secteur par rapport à d'autres sur ces métiers-là ? C'est encore compliqué. Non, mais là, vous me posez des questions hyper compliquées. C'est compliqué parce que là, on rentre en fait dans le mental des candidats. Donc, un candidat, potentiellement, il cherche un poste. Aujourd'hui, plutôt un CDI qu'un CDD ou un intérim. Enfin, je veux dire, on a tellement de propositions à faire à nos candidats qu'au final, nos clients qui ont besoin, en fait, qui ont des besoins ponctuels sur l'intérim du CDD, je ne vais pas dire qu'on refuse les postes, mais par moment, on priorise. Enfin, c'est logique. Derrière ça, je ne sais pas si on y arrive. C'est plutôt en termes de projet, en fait. Plutôt que parler de secteur ou d'entreprise, c'est le projet qui va être porté. Est-ce qu'on a sur un projet de transformation? Est-ce qu'on est sur un projet d'accompagnement à, je ne sais pas, une transition numérique, par exemple? Est-ce qu'on va être... voilà, tout est possible. Et c'est ça qu'on voit. On vend plus, en fait, aujourd'hui, un poste, une capacité à évoluer, plutôt que Enfin, quoi que l'entreprise, ça marche toujours. La marque, elle marche quand même plutôt bien, plutôt qu'un secteur, en fait. C'est derrière ça, c'est qu'est-ce que la valeur ajoutée que vous allez pouvoir acquérir en arrivant sur ce poste, et qu'est-ce qui va vous être proposé aussi? Est-ce qu'il y a de la formation interne? Quel est l'engagement de l'organisation? Comment ça se passe en termes de well-being dans l'entreprise? Enfin voilà, c'est tout ça qu'on vend, et finalement ça fait partie de la marque employeur, en fait, que tu évoquais tout à l'heure. Donc on n'est plus uniquement sur une fiche de poste et une simple marque d'entreprise. Et je pense en effet que les candidats maintenant, ils recherchent aussi à travailler pour une entreprise qui défend une vraie cause. Ça, c'est hyper important, le pourquoi. Voilà, le pourquoi. Quand on lance des projets, je pense que c'est toujours important de commencer même pourquoi on fait ça avant même de qu'est-ce qu'on va faire. C'est comment on peut agir. Et nous, on l'a vu là, quand justement avec la guerre en Ukraine, tout de suite, comment nous on peut faire, comment notre secteur peut agir. Bien sûr, il a fallu faire des validations pour y arriver, mais en tout cas, ça a plu aussi aux collaborateurs de dire mais moi je veux contribuer. On avait une vraie task force pour dire nous, chacun dans nos métiers, dans nos fonctions, comment est-ce qu'on peut aider. Moi qui anime le réseau Jeudi Women Network, qui est un réseau pour les femmes, dire ok,
des femmes, des enfants. Comment est-ce que nous, on peut travailler avec des associations? On a des fonds avec notre réseau. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment chaque collaborateur peut contribuer aussi? Parce que bien sûr, on ne peut pas porter toutes les actions non plus. Et comment nous, dans notre métier, on peut en effet permettre de les mettre à disposition parce qu'on ne peut pas agir outre mesure. Donc, et ça c'est un sentiment aussi de fierté pour les collaborateurs de se dire, bon, moi, mon entreprise, elle fait ça, je peux contribuer, je me sens impliquée. Alors là, en l'occurrence, c'est pour une cause humanitaire, mais après, ça peut être pour d'autres causes. Je sais pas, vous voulez Non, c'est exactement la même chose. Effectivement, le phénomène de la guerre en Ukraine a levé énormément de demandes de la part de nos collaborateurs. On l'a vu. Donc, effectivement, on a monté une équipe spécifique sur qu'est-ce que l'on pouvait faire. En parallèle, il y a énormément d'élan de solidarité en interne qui se sont mis en place. Pour pouvoir justement soutenir nos collaborateurs, on a mis en place une plateforme justement d'engagement de nos collaborateurs sur des missions, des maraudes ou autres. Et on se rend compte qu'effectivement, le côté solidaire, la solidarité au sein de notre secteur, mais aussi au sein de notre population, est très importante. Et c'est un élément sur lequel on se doit de les accompagner. Sinon, voilà, en termes de marque employeur, on ne serait pas crédible. Peut-être un petit point aussi, on parle beaucoup de marque employeur, mais moi je fais beaucoup de consulting maintenant justement sur la marque employeur, et ce qu'on oublie souvent, c'est on parle beaucoup de communication, on parle de comment on va tirer le talent, comment on va le garder. Il y a quelque chose aussi qui pour moi est essentiel aujourd'hui, c'est s'interroger assez régulièrement sur ces processus de recrutement, ces processus d'onboarding pour l'intégration du candidat, et c'est pratique aussi pour le coup, parce que ça il faut pouvoir le remettre en cause assez régulièrement, tout simplement parce que les attentes candidats changent. Quand je dis qu'elles changent, c'est simplement parce que souvent, on a des process qui sont super bien, qui partent, genre vous envoyez votre candidature, vous avez un mail de réception, derrière ça, peut-être qu'on va vous envoyer un premier questionnaire, ensuite vous aurez un premier échange, etc. C'est trop long. Clairement, le candidat, il n'a pas temps d'attendre en fait. Et ce qu'il a besoin, c'est d'avoir une personne, un humain, au bout du fil ou en vision tout de suite dès qu'on reçoit sa candidature. Et ça, je peux vous dire que la plupart des très 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 grosses boîtes oublient ça assez régulièrement parce qu'elles sont dans un process qui est industrialisé, parce qu'elles sont tellement grosses, qu'elles reçoivent tellement de candidatures. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'humain qui va faire, la relation humaine qui va faire la différence. Bon, nous, on est dans un secteur d'humain. Je pense que ça, vous l'oubliez pas, même au niveau du processus de recrutement. Oui, alors après, moi, je pense qu'un bon processus bien digitalisé, il aide quand même la relation. Il ne faut pas qu'il remplace la relation. Il ne faut pas qu'il remplace la relation. Pour autant, il aide aussi à ne pas perdre le CV, à traiter de manière plus rapide et à s'assurer que tout le monde a bien eu une réponse. Il permet aussi aux managers, aux RH de collaborer beaucoup plus vite en temps réel et donc du coup de gagner en temps. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut absolument gagner en temps. Mais c'est vrai que le collaborateur, enfin les candidats vont de toute façon checker en fait qui est l'entreprise, quelle est sa culture, autrement que par la simple rencontre avec le recruteur ou le manager. C'est important et nous, on y accorde une attention toute particulière. Mais après, ils vont aussi avoir envie d'aller interroger, entre guillemets, de vrais collaborateurs pour savoir ce qu'est l'entreprise. Voilà. Après, juste pour finir sur la marque employeur, quand on va chercher des labels comme Top Employeur, par exemple, ou des labels Happy Trainees, Happy Starters, etc., ça dit des choses aussi de l'entreprise qui rassurent les candidats. En fait, ils ne connaissent pas forcément nos métiers, ils ne connaissent pas forcément nos entreprises. Ça leur donne quand même une forme d'assurance que, tiens, dans cette entreprise-là, a priori, les choses sont faites correctement. Et puis, on peut après réaliser aussi des tas de questionnaires pour savoir si nos candidats ont été satisfaits du processus ou des échanges qu'ils ont eus, quoi, par exemple. Quand ils y répondent, parce que ça, c'est pas facile. Exactement. Voilà. Bon, on arrive à la fin de notre table ronde, donc peut-être pour faire un petit peu de prospective, est-ce qu'il y a un projet, une initiative phare pour votre entreprise qui vous tient vraiment à cœur et que vous voudriez présenter rapidement et qui vont peut-être changer l'avenir de vos entreprises, de notre secteur Madame Lemaitre, vous voulez commencer ? Alors, qui vont changer la vie, je ne sais pas. En tout cas, nous, chez Geodis, c'est vrai que le sujet de la parité ou plus largement de la diversité devient central, devient vraiment central. C'est-à-dire que maintenant, même toutes les fonctions qui gravitent autour, on se met dans une orientation environnement, sociétal, gouvernance, vraiment.
pour que vraiment ce soit plus mis un sujet annexe, un peu optionnel, si on a le temps, on le fait. Et donc, du coup, on est en réflexion sur pas mal de sujets et on me lance beaucoup maintenant de programmes pour justement, on est en train de lancer des problèmes. On a un programme Jump-In justement pour que tous les jeunes dans le monde entier en fait puissent se sentir important à obtenir une opportunité professionnelle chez Geodis notamment. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse étendre toutes les actions qu'on peut faire, mais d'une façon je veux dire harmonisée, si je peux dire, même si chaque pays va avoir ses priorités, mais pour que le monde de la logistique, en effet, arrive à des préoccupations, on va dire, qui intéressent tout le monde. Et il ne soit pas concentré que sur le business et que le business aussi s'inspire de ce qu'on fait en termes de diversité. Qu'on soit plutôt vers nous, on a des workshops qui s'appellent Work for Tomorrow, c'est comment est-ce que notre entreprise peut être perçue comme l'entreprise de demain, en prenant en compte justement tous les aspects sociétaux, environnementaux que les candidats et que les gens au sens général recherchent. Monsieur Lopez, une action emblématique. emblématique. Non, je voulais juste effectivement compléter ce que venait de dire Audrey. C'est aujourd'hui la diversité, tous ces aspects, en fait, sont perçus déjà par le management et par les collaborateurs comme des leviers de performance et plus des contraintes. Enfin, dans le secteur et chez nous, on s'en rend compte. Si toutes ces actions sur lesquelles on partage depuis tout à l'heure n'existaient pas, on n'en serait pas persuadé. Bien sûr. Madame Cloret, je vous laisse conclure avant de passer le micro à la salle. Non, moi, je voulais juste vous donner un exemple très concret, en fait, oui. qui, à mon avis, contribuera à la diversité et à la parité. C'est extrêmement pragmatique. On est en train de déployer aujourd'hui dans l'ensemble de nos pays un outil qui s'appelle ErgoScale, c'est-à-dire c'est un exosquelette qui va faciliter, en fait, pour tous les collaborateurs qui sont sur des tâches physiques, en fait, le port de charge. Et du coup, ça, moi, je pense que ça va faciliter la diversité, notamment sur les seniors, sur les femmes à qui on ne confie pas certaines tâches parce qu'elles sont un peu plus ardues que d'autres. Donc, c'est aussi une manière, ça, de favoriser la diversité en rendant, en fait, les métiers accessibles à tous, y compris d'ailleurs sur de l'emploi de personnes porteuses de handicap. Voilà. Donc, c'est un exemple très concret, mais ça aussi, ça fait avancer la diversité. Voilà. Merci en tous les cas, tous les quatre, pour vos interventions. Et si dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions? Personne? Ah, je vais peut-être vous amener le micro. Ah, ok, merci. Je vous remercie. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, par rapport au quota que vous voulez faire respecter par rapport à la promotion de la parité, dans les centres de formation logistique notamment, quel dispositif que vous aurez à proposer pour encourager notamment les femmes à rejoindre? Parce que moi, je prends l'exemple de mon centre de formation, dans la salle, on est près d'une vingtaine, mais il n'y a qu'une seule femme. Donc, on sait bien, au niveau recrutement, c'est bien considéré. Mais quelle serait votre proposition pour encourager les femmes à partir dans les centres de formation? Moi, je ne suis pas à l'origine des centres de formation et je ne suis pas en charge de recruter les élèves dedans. Moi, je crois qu'une action importante, c'est faire connaître nos métiers, aller dans les écoles. Et quand je dis dans les écoles, c'est aussi dans les collèges et les lycées. Et ça, je crois que pour le coup, les entreprises ont une responsabilité. On n'y va pas assez. On n'y va pas. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous le faites? On y va bien sûr. Mais alors, moi, je peux parler pour mon entreprise. Oui, on y va. Je ne suis pas sûre que toutes les entreprises, on va dire, du secteur y vont. Je pense que mes collègues ont probablement des dispositifs. J'ai le sentiment qu'on ne le fait pas suffisamment parce qu'il faut faire connaître ces métiers pour casser une image en fait, qui est encore là, quoi. Voilà. Alors, nous, on a plusieurs leviers. Déjà, on est partenaire d'une association qui s'appelle Capital Filles et qui aide les jeunes femmes en fait, qui sont en train de passer leur bac à se trouver une voie parce qu'elles sont un peu perdues, elles ne savent pas trop quoi faire. Donc déjà, elles ont des marraines. On est 20 marraines là en France, donc des professionnels de tout horizon. Ça peut être des opérations, des RH, de la finance. Et en fait, on les aide dans l'accompagnement, dans leur accompagnement, j'ai envie de dire, alors pas scolaire, parce que du coup, plutôt universitaire, enfin pour aller dans les études supérieures. Et
bien entendu, si elles savent déjà ce qu'elles veulent faire, on va les accompagner en fait, en leur trouvant le bon stage, voilà, en vraiment les accompagnant le maximum qu'on peut. Si vraiment elles ne savent pas, et ben, peut-être leur dire nous on a un stage en logistique, est-ce que tu veux tester, voir si ça te plaît ou pas? Et après peut-être faire un bac+2 en logistique ou pas, hein, peut-être que ça peut ne pas servir, mais en tout cas ouvrir le regard sur la logistique. Donc on accompagne des lycéennes. Ça, c'est la première chose. On a des écoles partenaires dans lesquelles on dit, voilà, si jamais vous avez des sujets sur la parité, sur quelque chose, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on vient en binôme avec ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui ont fait leur carrière ou qui viennent de débuter dans la logistique et qui font un retour d'expérience. Et puis voilà, puis c'est déjà pas mal. Mais je pense que déjà de donner cette sensation, enfin pas cette sensation, mais au moins cette ouverture de dire, mais voilà, nous les femmes, comment elles sont arrivées dans la logistique. Je prends mon exemple, moi je ne connaissais pas la logistique, on m'a appelé pour me dire, au fait, on a un poste chez Geodis. Il y a presque 10 ans de ça, je connaissais Geodis, mais comme ça en fait. Hein, et on connaît très mal en fait. Donc je pense que les petites expériences permettent en fait de faire découvrir, quand les personnes n'ont pas encore choisi leur poste, en fait, à intégrer des centres de formation justement en logistique et transport. Oui, le campus management est hyper important. Donc c'est montrer avec des exemples concrets de réalisation que ce métier de la logistique est tout à fait accessible aux femmes. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est des partenariats avec de nombreuses écoles. On a plus de 200 partenariats dans le monde avec des écoles. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on a une pépinière avec 286 alternants en France. On a 53% de femmes dans cette pépinière. Donc il faut ne jamais baisser l'effort sur ces sujets. Il faut toujours communiquer, il faut être présent, il faut sensibiliser. Et derrière, vous pouvez récolter le fruit de tous vos efforts. Monsieur Beaucamp ? Non, puis après, je pense qu'il y a la formation continue aussi, parce qu'on sait très bien, et vous l'avez rappelé, que sur une promotion qui sort d'école, on va avoir 70%, enfin 70, voire 90% des effectifs qui sont masculins. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce qu'effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut au collège, au lycée, etc. Le temps que ces générations-là arrivent en fait situation d'emploi, et il faut le faire, il faut continuer à le faire, c'est très bien. C'est pas que ça va être trop tard, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant en fait? Aujourd'hui, moi je travaille avec un très très groupe industriel en fait pour les accompagner sur féminiser en fait leurs fonctions, notamment leurs fonctions techniques, parce que le sujet il est surtout là. Les fonctions administratives et les fonctions commerciales, par définition, elles sont très largement féminines. Enfin, encore une fois, je fais des généralisations, mais c'est un peu ça. Par contre, sur les fonctions techniques, quasiment pas de femmes. Alors que sur certaines fonctions, on sait très bien qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences, notamment à partir du moment où on a besoin d'expérience. Là, avec ce gros groupe que je n'ai pas cité et que je ne citerai pas, on est en train de monter en fait un accompagnement pour aller chercher des profils féminins qui ont déjà une expérience en fait sur des secteurs logistiques, techniques, industriels, etc., soit sur des fonctions administratives et commerciales, et qui pourraient demain faire de l'encadrement sur des petites équipes techniques, sur des petites BU. D'ailleurs, tu vois, demain, si tu veux rejoindre une fonction technique, ce serait possible. Tout simplement parce qu'on met en place des parcours en interne dans ces organisations-là. Alors, encore une fois, qui peuvent être la logistique, la supply chain, et plus largement les mondes industriels d'une façon plus large. Oui. Je souscris complètement à cette idée-là. Nous, on a monté chez FM pour nos managers évolutifs une formation qui s'appelle You Drive and You Impact. Donc à l'origine, en fait, on pensait faire 2 formations. Une filière pour les opérationnels, les potentiels opérationnels, et une filière pour les potentiels des fonctions support. Et puis finalement, on s'est dit non, on va les mixer. D'abord, ça nous fera des économies d'échelle. Hein. Tout le monde est à la recherche d'économies, ça c'est bien connu. Et en fait, de cette contrainte, on a fait une opportunité puisqu'on a fait de la cross-fertilisation. Et la divine surprise de l'histoire, c'est qu'en fait, on a des gens des fonctions support où il y a en tout cas davantage de femmes qui se retrouvent avec une envie d'aller faire du management opérationnel qu'elles n'avaient pas avant parce qu'elles connaissaient moins bien. Puis elles ont côtoyé en fait leurs collègues des opérations en se disant mais finalement ça peut être pour moi et c'est drôlement intéressant cette affaire. Donc oui, je pense que les entreprises en interne ont un rôle à jouer pour aller chercher les talents femmes et les amener vers les opérations. Et puis après, pour les générations qui entrent en fait dans les formations, là c'est vraiment de la communication qu'il faut faire. Et du coup, j'en profite pour faire un petit clin d'œil ou un petit teasing, en tout cas sur une prochaine action de France Supply Chain. C'est que France Supply Chain, c'est l'association en fait des directeurs de supply chain en fait dans les entreprises et puis des providers de services comme nous ici.
Et France Supply Chain, en fait, dans les mois qui viennent, là, va produire en fait un certain nombre de petites vidéos capsules avec sur le thème les femmes dans la supply chain, en essayant de montrer et interviewer des rôles modèles, que ce soit des préparatrices de commandes, des caristes, des planeurs, des managers, jusqu'à des femmes dirigeantes, parce que c'est aussi en montrant en fait ces exemples-là qu'on va attirer des jeunes femmes et puis des femmes moins jeunes, mais qui restent très jeunes dans leur tête, vers nos métiers. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de publicité pour mon magazine Voxlog. Nous avons fait exactement la même chose. Nous avons fait avec Géodis, là, justement des vidéos de femmes inspirantes de notre secteur à des postes différents pour montrer que c'est possible et avec des profils très divers. Donc, il faut qu'on continue tous dans cette voie-là. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir assisté à cette conférence et bon week-end à tous.